Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire cette vidéo que je voulais vous faire la semaine dernière, que je n'ai pas pu faire parce que j'étais vraiment malade. C'est pas encore ça au niveau de la voix, mais ça va mieux. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les histoires d'amour que j'avais vraiment qui m'ont marqué. Merci aussi à tous pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo sur les sorties du mois de mars. C'est une vidéo qui a fait énormément de vues en quelques jours et merci beaucoup parce que ce sont des vidéos qui sont très longues à monter en fait, hein, qui demandent beaucoup de travail de recherche déjà en amont et qui sont longues à monter. Ouais, c'est peut-être le travail de recherche qui demande plus de temps et voilà, merci beaucoup parce que je me demandais si ça allait fonctionner, je me demandais si j'allais continuer et voilà, voir que ça marche, bah, c'est vraiment super. Mais on va parler tout de suite donc d'histoires d'amour qui ne finissent pas toujours très bien. Et puis je vais commencer par une des plus connues d'entre elles. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai énormément d'amour, que je me suis pris une claque avec les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Donc, je ne pouvais pas ne pas inclure ce roman dans cette vidéo. Ce roman, oui, ça a été une claque phénoménale. Tellement une grosse claque que j'ai refermé le livre. Je me suis dit, déjà, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire maintenant? Parce que je me suis dit, quoi que je lise, ça va être de la daube pour moi. C'est pas possible après ce roman. Du coup, il faut savoir que j'ai lu il y a quelques années de ça. Pendant 2-3 mois, je n'ai lu que des... oui, la honte, je sais. J'ai lu romance pour elle. Vous voyez, les romances historiques, j'ai lu... voilà. J'étais capable que de lire ça. Et ça a duré pendant 2-3 mois, quand il me fallait de la lecture facile derrière. Mais pendant 2-3 mois, j'ai lu que ça. Alors, j'en ai toujours lu, hein, des romances historiques comme ça. J'aime bien, c'est mon petit péché mignon. Mais quand même, je ne m'attendais pas à en lire autant et voilà aussi autant de mois en fait. Et voilà, ça a été bon, pour vous dire la claque des Hauts du Hurlevent. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé. Moi voilà, que vous dire d'autre à part que ça a été une claque. Si vous n'êtes pas trop décidé pour lire le livre, je vous conseille peut-être de voir une adaptation cinématographique ou télé. Moi j'avais beaucoup aimé celle, alors je crois que c'était avec Thomas Hardy, mais je ne suis pas sûre qu'il était vraiment excellente. Et puis voilà, alors les Hauts de Hurlevent, qu'est-ce que c'est? Les Hauts de Hurlevent, c'est l'histoire de Heathcliff et Cathy, vraiment une histoire d'amour qui ne se finit pas super bien. On va suivre en fait au tout début du roman un narrateur qui arrive, ces fameux Hauts de Hurlevent. Alors il faut imaginer un domaine abandonné, enfin pas abandonné mais isolé dans la lande où le vent souffle tout le temps, où il y a quasiment peu de plantes qui poussent, voilà, c'est très sauvage, c'est rocailleux, c'est une nature assez désertique, assez âpre, assez dure, et c'est un peu à l'image du roman. Alors il faut savoir que les sœurs Brontë, donc c'est Émilie qui a écrit Les Hauts d'Hurlevent, elles vivaient dans le Yorkshire, qui est une région déjà aussi assez battue par les vents, où il y a de la végétation, mais il y a beaucoup de collines, voilà, c'est des régions vraiment très sauvages en fait. Et on retrouve vraiment cet aspect-là dans les Hauts d'Hurlevent avec un côté assez gothique, puisqu'il y a aussi des parties un petit peu fantastiques, même si c'est vraiment très léger, il y en a quand même une petite partie. Et ce narrateur, il arrive dans une maison et ça se passe pas vraiment super bien son arrivée parce que il est accueilli par Heathcliff, hein, qui est donc le propriétaire de la maison. Et Heathcliff, faut dire qu'il a tout de l'ours mal léché, hein. Il est absolument pas poli, absolument pas agréable. Et le narrateur va se rendre compte qu'il se passe des choses quand même assez étranges. Il y a le fils d'Heathcliff qui est là, qui est un jeune homme plutôt maladif. Et il y a aussi celle qui est sa fiancée. Mais on n'a pas l'impression que la demoiselle soit super heureuse d'être là, même si elle a l'air très gentille avec le fils d'Heathcliff. C'est un peu étrange. Et puis il y a aussi ce jeune homme qui est censé être un domestique, qui pareil est assez sombre, taciturne, renfermé, mais on sent qu'il y a autre chose derrière cette façade un peu renfermée. Et puis en fait, on va retourner dans le passé et apprendre ce qui est arrivé à Heathcliff et Cathy. Alors, on est toujours dans la maison des Earnshaw où vit Cathy avec son père et son frère et puis leur domestique. Leur père est un homme très riche et
de temps en temps, il s'en va à Londres pour ses affaires, donc il peut partir plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors déjà, pour vous donner un peu une image du personnage de Cathy, Catherine Cathy, quand leur père leur demande ce qu'ils veulent comme cadeau, ramener de Londres, alors son frère demande ouais, je ne sais plus, c'est pour ses instruments de musique, parce qu'il joue de la musique. Et Cathy demande un fouet, une cravache pour son cheval. Donc ça vous donne déjà une image du personnage, sachant qu'on est quand même dans la deuxième moitié du 19e siècle et que les femmes étaient plutôt très réservées. Voilà, corsetées jusque-là, même le bout du pied, il n'avait pas le droit de dépasser de la robe. Enfin voilà, c'était très compliqué. Et voilà, et Cathy, elle demande une cravache pour son cheval. Voilà. Et le père de Heathcliff, pas de Heathcliff, de Cathy et de son frère revient donc, mais revient pas les mains vides avec les cadeaux, mais aussi avec Heathcliff. Et en le présentant, en disant c'est un jeune garçon que j'ai trouvé qui irait dans les rues, sa mère est morte, donc je l'ai adopté. Donc, évidemment, Heathcliff et Cathy se connaissent depuis l'enfance. Il y a une relation qui va se développer entre eux, une relation qui ne plaît pas du tout au frère de Cathy, puisque pour lui, Heathcliff est un moins que rien, qui a été ramassé dans la rue, donc au mieux, il devrait être un domestique et ne pas bénéficier des largesses d'un homme riche. Leur père va décéder. Heathcliff va être remisé au rang de domestique, sauf que Heathcliff et Cathy ont une passion folle l'un envers l'autre. Alors, Heathcliff et Cathy sont des personnages incroyables. Ce sont des personnages passionnés au possible, en quête d'absolu, jusqu'au boutiste. Des personnages magnifiques dans ce roman, mais des personnages dans la vraie vie qu'on n'aurait pas envie de rencontrer parce qu'ils sont complètement destructeurs pour tous ceux qui les entourent. Et puis il y a aussi leur voisin à côté, voisin qui lorgne un petit peu sur Cathy, qui lui est du même rang social que Cathy. Puis bien sûr, il va y avoir des difficultés, va arriver ce qui doit arriver et nous allons nous retrouver avec un Heathcliff vengeur, avec une Cathy désespérée. Alors Cathy est capable d'amour, elle aime d'autres personnes, mais avec Heathcliff, c'est complètement différent. Ça m'a fait penser un petit peu à ce mythe grec où il est dit qu'au tout début, nous étions uniques et que les dieux, soit pour nous punir ou pour emmerder le monde, je ne sais pas trop, nous ont coupés en deux et qu'on passe notre vie à chercher cette deuxième moitié, à chercher notre âme sœur. Heathcliff et Cathy, c'est ça. Ça va au-delà de l'amour, au-delà de la passion. À un moment, Cathy s'écrit je suis Heathcliff, mais c'est ça, on a l'impression que c'est la rencontre de deux âmes, voilà, de deux âmes qui sont faites pour être ensemble. Or, la vie va leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, il va y avoir toute une histoire de vengeance, et je vous dis, c'est des caractères très jusqu'au boutiste, très passionnés, et ouais, des caractères très durs. Et voilà, et j'ai adoré, et ce que j'ai adoré aussi, c'est la plume d'Emily Brontë. J'avais lu Jane Eyre avant, de sa sœur Charlotte Brontë. Alors Jane Eyre, on sent bien que voilà, c'est une écriture du 19e siècle, chose que je n'ai pas ressentie en lisant Les Hauts du Hurlevent. Je trouve que l'écriture est vraiment très moderne, et je trouve qu'elle se adapte très bien aussi à notre époque. Je trouve qu'elle est facile d'accès. Bon, après, c'est mon avis aussi, mais franchement, pour moi, elle se lit vraiment, ça se lit très bien. C'est au niveau de, voilà, de l'écriture. Et je suis bluffée de voir qu'une très jeune femme ait réussi à écrire un tel livre, à écrire des passions telles qu'elles sont décrites dans Les Hauts du Hurlevent, en n'ayant pas beaucoup quitté son Yorkshire natal. Alors certains ont dit oui, mais ok, mais leur père était pasteur et il rencontrait beaucoup de gens. Ouais, ok, mais ça restait quand même un village ou une petite ville. Je pense pas que les gens allaient lui confier en plus leurs passions interdites, ou peut-être si en confession, je ne sais pas trop, mais quoique non, comme c'était un pasteur, je suis pas sûre dans le protestantisme on pratique la confession. Je ne sais pas trop. Mais voilà, quand même, je me dis, mais quelle imagination. Et c'est juste incroyable. Enfin, ces trois jeunes femmes que sont Émilie, Charlotte et Anne Brontë, c'est juste fou. Alors, à savoir aussi que il y avait leur frère Branwell aussi, hein, qui lui était précepteur et qui était tombé amoureux de la femme auprès de laquelle il donnait, enfin, à laquelle il donnait pas des cours, mais à ses enfants. Il est tombé amoureux, c'était une passion partagée, mais bon, elle évidemment n'allait pas quitter son mari, sa position sociale, donc lui est tombé dans la drogue, l'alcool, il s'est complètement détruit.
Voilà. Est-ce que ça se ressent aussi dans l'œuvre d'Émilie Brontë? Peut-être que ces passions, voilà, jusqu'au boutiste, où on préfère se détruire plutôt que d'essayer voilà, de rentrer dans la résilience, c'est peut-être aussi dû à ça. En tout cas, moi, ça a été un livre, je n'ose même pas le relire parce que j'aimerais bien le relire parce que je me dis qu'il y a des choses qui ont dû m'échapper. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça me fera autant le même effet? Alors, en même temps, j'ai pas envie de me retrouver avec une panne de lecture, et en même temps, j'ai pas envie d'être déçue non plus par ma lecture. Donc, j'hésite beaucoup à le relire pour le moment. Si vous connaissez aussi la chanson de Kate Bush qui s'appelle Wuthering Heights, qui est avec mon super accent anglais, qui est donc Les Hauts de Hurlevent, ça m'a toujours fait sourire parce que je suis pas très bonne en anglais, hein, mais dans sa chanson, il me semblait qu'elle chantait tout le temps Open the window, là, enfin, ouvre la fenêtre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fenêtre? Qu'est-ce que ça vient faire dans une histoire d'amour? Maintenant que j'ai lu le livre, je sais à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est vraiment essayer de vous lancer ou peut-être regarder voilà, une adaptation pour vous faire une idée. Mais en tout cas, sachez, ouais, pour moi, ça a été vraiment un très 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 gros coup de cœur. Pour le second livre, je ne suis pas allée chercher très loin. On va rester avec les sœurs Brontë et avec Charlotte Brontë et Jane Eyre, qui est un roman très différent quand même des Hauts du Hurlevent. C'est un roman, je dirais, à tiroir, puisqu'on va aborder plusieurs thèmes. Alors c'est pareil, il y a une atmosphère un peu gothique, un peu fantastique, il y a des mystères, mais on va aussi parler du rang social, de la position, enfin de la place de la femme, et c'est des sujets qui étaient vraiment très intéressants. Jane Eyre, c'est une orpheline. Son oncle l'a recueillie alors qu'elle était petite fille. Son oncle est un homme riche, il est marié, il a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et il adore sa nièce puisque c'est la fille de sa sœur chérie qui est décédée. Sauf que son oncle meurt assez brutalement et c'est à peu près là que commence l'histoire. Son oncle est décédé et Jane Eyre, elle est le souffre-douleur de sa tante et de ses cousins-cousines. Et son cousin vient encore l'embêter. Et comme Jane a quand même du caractère, c'est un trait du personnage qu'on gardera, même si elle est obligée parfois de garder en elle ce qu'elle ressent. On sent que c'est quelqu'un de caractère. Hein. C'est tout au long du livre, ça reste une personne de caractère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc elle se rebelle une fois trop. D'ailleurs, il y a cette scène assez épouvantable où pour la punir, sa tante l'enferme dans l'ancienne chambre de son oncle, où paraît-il, il y aurait son fantôme, ce qui donne lieu à des visions de son oncle. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est son imagination? Vous voyez, il y a un petit côté un peu fantastique qui est ajouté au livre. Et puis en punition, elle est envoyée en pensionnat. Alors les pensionnats à cette époque, c'était certes des filles de bonne famille, mais c'était des endroits très froids, où quand même on maltraitait les enfants, où ils dormaient dans les mêmes dortoirs, donc bonjour pour la propagation des maladies, vous avez qu'une petite couverture pour se couvrir, où ils se lavaient à l'eau froide, enfin des conditions épouvantables. À savoir que les sœurs Brontë et leurs frères ont eu 2 sœurs aînées qui sont décédées dans ce genre d'internat. Donc je pense que ça les a marquées aussi. Et on va suivre donc le parcours de Jane au sein de cet internat qui est quand même assez épouvantable. Bon, suite, en fait, il y aura eu une grande épidémie de maladies, donc beaucoup d'enfants vont mourir et du coup les règles vont être revues. Ceux qui géraient ça, qui étaient vraiment des sœurs et des prêtres, évidemment, vont être chassés et remplacés par d'autres où ça va devenir beaucoup plus humain. Et Jane, n'ayant pas vraiment de famille, elle se considère sans famille, hein, puisque sa tante et ses cousins-cousines la détestent. Elle décide de rester en tant qu'institutrice à cet endroit, mais elle a envie de voir du pays, elle a envie de changer un petit peu de lieu, et elle répond à une annonce pour se rendre à Sandfield Manor pour être gouvernante d'une petite fille qui a un tuteur, Monsieur Rochester. Donc elle est acceptée, elle se rend là-bas. Alors, encore une fois, on est dans un très beau château, mais avec un peu à l'ancienne, avec beaucoup de pierres, peu de fenêtres, voilà, qui fait presque penser à un château médiéval. Et voilà, c'est pareil, il est assez isolé, pareil dans les Landes. Et elle se rend dans ce manoir où elle rencontre voilà, c'est la petite fille dont elle va s'occuper. Alors on ne sait pas trop qui elle est cette petite fille parce que Monsieur Rochester l'a prise sous son aile. Certains murmurent qu'elle serait sa fille, qu'il aurait eu avec une maîtresse. Certains disent que voilà, c'est une enfant abandonnée qu'il a simplement prise sous son aile. C'est un petit peu nébuleux tout ça. Monsieur Rochester n'est pas là, mais Jane va finir par le rencontrer de façon assez fracassante. La rencontre est assez fracassante.
Et puis, on sent, alors Monsieur Rochester, on ne sait pas trop où positionner. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est noble, mais c'est quelqu'un qui a l'air, c'est pareil, un peu un ours mal léché quand même. Et voilà, il pose plein de questions à Jane. En même temps, il lui dit qu'elle ressemble à un butin ou une fée des bois. Alors, il faut savoir que Jane n'a rien pour elle. Hein. Elle n'a pas d'argent, pas de position sociale, pas de famille, mais elle est assez quelconque physiquement, elle le dit elle-même. Et c'est important pour la suite d'ailleurs de ce qui va être, de ce qui va arriver et de ce qui va être dit par Jane. Et voilà, et d'ailleurs quand Monsieur Rochester lui pose des questions, jamais elle ne se démonte. Elle lui répond toujours, presque d'égal à égal. Donc j'ai beaucoup aimé cette force de caractère chez cette héroïne, pardon. Et on sent qu'il y a un début de relation qui se met en place, alors de la part de Monsieur Rochester, mais c'est bizarre. Bon, pour elle, Jen, oui, elle commence à tomber amoureuse de lui, mais bah voilà, il est le maître, elle n'est qu'une simple gouvernante. En plus, c'est pas un poste facile, gouvernante. Hein. C'est vrai que les sœurs Brontë ont aussi été gouvernantes parce que vous entendez pas super bien avec les domestiques qui vous considèrent comme étant de la classe supérieure, parce que souvent ce sont des gens qui ont, voilà, qui ont une éducation. Et en même temps, les nobles, enfin les gens riches chez qui ils travaillent, les considèrent comme des subalternes. Donc c'est pas des postes vraiment faciles. D'ailleurs, on le voit plus tard puisqu'elle va rencontrer un homme et ses sœurs, et comme elles n'ont pas d'argent, elles vont devoir devenir des gouvernantes, et que ce n'est pas une position très facile. Bon, les sœurs Brontë ont elles-mêmes été gouvernantes, donc elles savent de quoi elles parlent. Et en même temps, Jane, la nuit, elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elle voit quelque chose qui dépasse d'une fenêtre, alors que cette aile du château est censée être condamnée. Monsieur Rochester a des réactions bizarres. Il y a une femme qui est là, assez brute de décoffrage. On ne sait pas trop quel est son rôle. Quand Jane veut se renseigner, elle ne sait pas. Personne ne lui répond. C'est assez mystérieux. Bon, je vous en dis pas plus. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, oui, ce roman parce que pour toutes les vibes qu'il envoie, alors vraiment très gothique, mais en même temps aussi une réflexion sur la société, sur le fait, ben voilà, de ceux qui ont l'argent et qui du coup ont droit de tout et qui ont tout, et puis ceux qui n'en ont pas et qui sont un peu voilà, les laissés pour compte. Et à un moment, voilà, Jane pense que Monsieur Rochester se moque d'elle. Et elle lui dit, alors je trouve que ce dialogue est vraiment très beau. Alors je vais pas pouvoir vous le redire mot pour mot parce que je l'ai pas retenu mot pour mot, mais je trouve ça très beau parce qu'elle lui dit, mais vous pensez que parce que je suis sans famille, pauvre, que je suis quelconque, que je ne mérite pas d'être traitée comme un humain, je ne suis pas une machine. Et j'ai trouvé ça vraiment, alors enfin c'est dit avec toute l'exaltation évidemment due à cette époque du 19e siècle, je trouvais ça très beau parce qu'effectivement, elle s'affirme comme égale. Oui, certes, elle n'a pas d'argent, certes, elle n'a pas de famille, certes, elle n'est pas très jolie, mais c'est pas pour ça qu'elle doit être traitée comme une moins que rien. Et elle veut une relation d'égal à égal en fait. Et vraiment, j'ai adoré cette partie. Bon, puis après, toute l'histoire qui va découler derrière, évidemment, qui est vraiment très prenante. Bon, là, le style est un petit peu plus 19e siècle, hein, donc peut-être un peu plus ampoulé, mais c'est une histoire qui était vraiment très prenante, très intéressante, qui aborde plein de problèmes aussi, voilà, de société, tout en ayant une atmosphère très, très gothique. Et franchement, je vous le conseille, si vous avez envie de vous lancer dans des classiques, je vous le conseille fortement. Alors, pareil, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai un amour immodéré pour Jane Austen. Voilà, donc j'avais réussi à trouver cette magnifique intégrale publiée par Hauteville. D'ailleurs, Hauteville, ils ont ressorti tous les classiques des sœurs Brontë de Jane Austen voilà, en romans simples qui sont très très beaux. Et celle-ci, je crois qu'elle coûtait 69 €. À la base, je l'ai trouvée à 19,90 parce qu'elle était vendue d'occasion. Voilà, elle a juste les coins un petit peu comme ça, abîmés, mais franchement, c'est 3 fois rien. Et j'étais vraiment trop contente. Il est juste magnifique. Et bah, en tant qu'amoureuse de Jane Austen, je me dis, voilà, si un jour je veux m'y replonger, je m'y replongerai. Alors, je vais vous parler de, pas un, mais de 2 romans de Jane Austen qui sont mes 2 romans préférés, que je suis incapable de départager parce qu'ils sont vraiment très différents et les héroïnes sont vraiment très différentes. Alors, le premier d'entre eux, c'est certainement le plus connu, c'est Orgueil et Préjugés, où nous allons suivre les sœurs Bennet et en particulier Elizabeth Bennet. Alors, Jane Austen, c'est un ton plus léger que les sœurs Brontë. On va pas être dans du gothique. Alors, elle, par contre, c'est plutôt début 19e siècle. Voilà, c'est quelque chose de plus léger, mais j'adore la plume de Jane Austen parce que je trouve qu'elle a un regard acéré.
parfois sarcastique sur les gens et sur la société de l'époque. Elle peut être très sarcastique dans ses propos et très, très pointue dans les portraits qu'elle fait des personnages, mais avec soit on sent de la bienveillance, soit une petite pointe de sarcasme. D'ailleurs, par moments, c'est quand même assez intéressant. J'aime beaucoup cette plume qui est hyper ciselée pour moi, qui vraiment vous donne des personnages alors, qui sont ni tout blancs ni tout noirs, mais qu'on voit alors qui ont plus ou moins de défauts qui sont mis en avant. Et voilà, et les choses ne sont jamais simples, ne sont jamais ce qu'elles paraissent être en fait. Voilà, certains personnages sont parfois mis de côté alors que en fait ce sont des gens bons, et d'autres, oui, se mettent en avant, c'est pas forcément eux les meilleurs. Donc dans Orgueil et Préjugés, nous allons suivre la famille Bennett. Donc ce sont des gens qui sont, il n'y avait pas de classe moyenne à l'époque, mais alors, ils ne sont pas dans la haute société, ils ont quand même des domestiques, ils ont quand même un peu d'argent, ils ont quand même leur propriété, leur ferme. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, alors il y a une adaptation avec Keira Knightley qui est très belle, mais il y a aussi, je trouve, qui est beaucoup plus complète et qui pour le coup reprend quasiment les dialogues mot par mot de Orgueil et Préjugés, qui est celle avec Elizabeth Hale et Colin Firth. C'est vraiment la plus complète pour moi. C'est une série, ça doit être en 6 épisodes. Et franchement, vous avez le livre de A à Z. Elle est vraiment super, cette adaptation. C'est ma préférée de toute façon. Et donc voilà, les sœurs Bennett, alors, ils ont eu 5 enfants, 5 filles. Alors, à savoir qu'à l'époque, en Angleterre, les filles n'avaient pas le droit d'hériter. Ce qui fait que quand leur père, qui commence quand même à vieillir, va décéder, elles vont se retrouver tout à la porte. Parce que ça va revenir à un lointain cousin. Voilà, comme il n'y a pas de garçon, c'est pour ça qu'ils auraient voulu avoir un fils, parce qu'au moins il aurait pu protéger ses sœurs, hein, c'était normal, protéger ses sœurs. Et là, ça va revenir à un lointain cousin, ce qui est complètement honteux et absurde, mais c'était les lois de l'époque. C'est un peu le début aussi de Raison et Sentiment, pareil, de Jane Austen, où les sœurs Dashwood et leur mère vont se retrouver à la porte, puisque le mari décède et il a un fils d'un premier mariage, c'est lui qui hérite de tout, et elle se retrouve à la porte de chez elle. Voilà. Donc voilà, la mère des filles Bennett, alors elle peut paraître un peu ridicule, oui c'est vrai qu'elle ne sait pas forcément bien se tenir, et elle veut à tout prix marier ses filles, parce que pour elle c'est la seule façon pour que ses filles s'en sortent, qu'elles ne se retrouvent pas à la rue, et que s'il y en a une ou deux ou plus qui se marient, elles prennent soin des autres, et qu'elles prennent soin d'elles aussi, leur mère. Et voilà, alors c'est vrai elle paraît un peu stupide comme personnage, mais en même temps, on peut comprendre aussi cette envie de protéger sa famille. Et puis justement, dans le voisinage est arrivé un jeune homme, Bingley, qui, voilà, alors elle connaît déjà ses rentes, hein, l'année, combien il gagne. Et elle aimerait bien qu'il rencontre ses filles, hein, en espérant qu'il jette son dévolu sur une de ses filles. Ils se rencontrent lors d'un bal, et Bingley va jeter son dévolu sur l'aînée des filles Bennett, qui est Jane. Et en même temps, on va suivre aussi Elisabeth, qui est la deuxième sœur. Alors, Bingley vient avec un ami, qui n'est autre que le fameux Fitzwilliam Darcy, qui n'était pas forcément très sympathique au début, parce qu'il prend tout le monde de haut, il ne veut pas danser. D'ailleurs, il met un camouflet à Elisabeth. Alors, il ne sait pas qu'elle l'entend, mais elle l'entend malheureusement, en disant que non, elle n'a pas assez d'attrait pour l'attirer et pour lui donner envie de danser. Donc ça, Elisabeth l'entend, mais alors, au lieu de s'écrouler comme une comme une lavette, pardon, comme une moins que rien, elle le prend en grippe et elle lui balance, voilà, enfin, elle l'ignore superbement, quoi. Mais du coup, c'est fini, elle le prend en grippe. Donc, on va suivre l'évolution des relations entre Fitzwilliam Darcy, qui est un homme très très riche, et Elisabeth Bennett, qui vient d'un milieu beaucoup moins aisé, avec des gens qui ne sont pas toujours super bien éduqués. Et on va suivre aussi ses 3 autres sœurs, notamment la plus jeune, Lydia, qui est une catastrophe à elle tout seule, qui va d'ailleurs causer de gros problèmes à la famille. Bon voilà, on a tous ces chassés-croisés entre Darcy et Elisabeth, avec derrière Jane et Bingley qui s'aiment, mais Jane ne sait pas montrer son amour, et puis les sœurs de Bingley veillent au grain, elles ne veulent pas qu'il se marie avec Jane, parce que pour elle aurait inférieur, alors qu'elles ont quand même gagné de l'argent en étant, enfin leur père vendait, quoi, c'était un marchand. Alors à cette époque-là, être marchand, c'était pas forcément être super bien vu, hein. On n'était pas un noble. Darcy est un noble, et un noble n'est pas censé travailler de ses mains. Donc un marchand, c'est considéré comme quelqu'un qui travaille de ses mains, donc pas forcément quelqu'un de noble. Mais bon, soit.
Voilà, donc il y a des bâtons dans les roues qui sont mis comme ça, et puis on va voir Elisabeth et Darcy se rencontrer, et c'est assez amusant parce que il est quand même impressionnant, Darcy. Mais jamais Elisabeth ne plie devant lui. Elle lui répond toujours du tac au tac, voire elle se moque gentiment. Pas toujours gentiment de lui, enfin, vraiment, elle s'en fiche, hein. Ça lui plaît pas, c'est pareil. Et c'est pareil, j'ai beaucoup aimé cette liberté de ton chez cette personnalité féminine que je trouve extraordinaire. Jane Austen nous offre vraiment un portrait de femme assez libre, en fait, hein, qui sort des carcans de l'époque. Il y a un moment, il est question qu'elle se marie, mais sauf qu'elle veut pas se marier. Enfin, ça donne des scènes assez cocasses, assez drôles, mais en même temps, fallait oser à l'époque dire non quand même. Et voilà, donc je vous raconte pas la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais moi, ce qui est intéressant, c'est de voir le chassé-croisé, voilà, entre les différents personnages, voir tout ce qui va se passer. Et encore une fois, comment les sentiments peuvent évoluer et comment aussi, voilà, on peut avoir des préjugés, on peut avoir une sale première impression, se dire un tel non, je ne peux pas l'encadrer, puis faire confiance à un autre alors qu'il n'est absolument pas digne de confiance. Il y a tous ces sujets-là qui sont abordés, et c'est vraiment, c'est un plaisir de lecture, ça, en sachant que Jane Austen, ses romans se terminent toujours bien. Voilà. Donc, si vous voulez pas d'histoire d'amour triste, voilà, Jane Austen. Les Hauts d'Hurlevent, c'est plutôt tragique. Voilà. Mais Jane Austen, vous pouvez y aller. Et le second roman de Jane Austen que j'ai beaucoup aimé, c'est Persuasion. Alors là, je l'ai trouvé aux éditions Larousse, dans cette superbe édition avec soft touch. Elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup les décorations. Enfin, il est très très beau. Donc je me suis offert aussi ce petit cadeau, et j'adore ce roman. Ça fait partie avec Orgueil et Préjugés des rares romans que j'ai relus plusieurs fois. Et là, nous allons suivre Anne Elliot. Alors, Anne Elliot, pardon, est la seconde fille d'un petit baronnet qui est insupportable. Il est hautain, il est arrogant, il se pense au-dessus de tout le monde alors qu'il a un tout petit titre de noblesse. Et il a tellement bien géré son argent qu'ils sont obligés de louer leur magnifique demeure qui se trouve dans la campagne anglaise, et ils veulent aller à Bath. Alors Bath, c'était la ville où il fallait aller à certaines périodes de l'année dans la bonne société anglaise. Il fallait avoir un appartement. On y allait pour prendre des bains. Alors je ne sais pas si c'est toujours très hygiénique, mais c'est pas grave. Voilà. Et Jane Austen est allée à Bath, et elle a détesté ça parce que ouais, c'est toute l'hypocrisie de la société, la bonne société de l'époque qui ressort, et elle a détesté ce passage de sa vie. Donc voilà, donc ils partent à Bath et ils vont louer leur maison. C'est Anne, donc qui est la deuxième fille, qui va s'occuper de tout ça. Et il se trouve que la maison va être louée par un officier de marine. Alors, nous sommes début 19e siècle, donc les guerres napoléoniennes viennent de se terminer. L'Angleterre, enfin, Napoléon a perdu, l'Angleterre fait partie des vainqueurs. Alors, à savoir que certains marins se sont hissés dans la hiérarchie maritime et ont gagné de l'argent, puisque dès qu'ils s'emparaient d'un bateau, il y avait des prises de guerre. Donc certains sont montés en richesse et en classe sociale grâce à ces prises de guerre. C'est le cas ici. Il y a d'ailleurs 2, voire 3, je crois, frères de Jane Austen qui faisaient partie de la marine. On retrouve souvent des marins dans ces histoires, ou tout simplement des soldats. Et donc cet homme est marié, et il se trouve que sa femme est la sœur de Frédéric Wentworth, qui est désormais le capitaine Frédéric Wentworth. Or, quand elle était jeune, elle avait aux alentours de 19 ans, je crois, Anne Elliot, elle a rencontré Frédéric, qui à cette époque-là n'était pas riche, n'était pas capitaine, n'était pas encore rentré dans la marine. Il s'était engagé, mais il n'avait pas encore commencé son service. Et ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Sauf que, alors, Anne a perdu sa mère très jeune, et c'est sa marraine qui a pris la place de sa mère. Et ni sa marraine ni son père ne voyaient d'un bon œil cette histoire d'amour, puisque Frédéric Wentworth n'avait pas d'argent et risquait très certainement de mourir à la guerre. Donc ils l'ont persuadé de ne pas l'épouser, d'où le titre Persuasion. Et on sent bien que pour Anne, c'est un déchirement, qu'elle n'en est jamais vraiment remise, que c'est l'homme qu'elle a toujours aimé, et elle espère ne pas le rencontrer. Donc il quitte le domaine. À savoir que Anne a 26 ou 27 ans dans le roman au moment de l'histoire, et qu'à cette époque-là, vous étiez considérée comme une vieille fille, c'était foutu, vous ne pouviez plus vous marier, avoir des enfants, c'est tout. Vous étiez cataloguée vieille fille, donc oui, vous imaginez 26, 27 ans. Alors c'est vrai qu'on mourait beaucoup plus jeune aussi, mais quand même.
Et évidemment, alors, elle va passer quelque temps chez sa plus jeune sœur, qui elle aussi est mariée, qui a des belles sœurs qui sont jeunes et jolies. Et puis, par un concours de circonstances, elle va évidemment se retrouver face au capitaine Frederick Wentworth. Alors moi, j'ai vu la version film avec Sally Hawkins, que je vous conseille. Le capitaine Frederick Wentworth, c'est hyper canon, quoi. Je craque encore, rien que d'y penser. Voilà, petite aparté. Donc, et Sally Hawkins, c'est super en Anne Elliot. Anne Elliot, c'est un caractère que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une femme qui donne toujours aux autres, qui se donne toujours aux autres aussi. Elle est toujours en train de les écouter, elle est toujours en train de les aider, elle s'occupe de tout, de leur bien-être, et elle se tient en retrait tout le temps. Elle ne pense jamais à elle. C'est un caractère, alors pas timide, hein, mais un caractère très doux, très bienveillant, comme on en rencontre peu. Et on a envie qu'une chose, c'est qu'il lui arrive de belles choses à cette femme qui a fait une erreur dans sa jeunesse, certes, mais qui n'a pas été très bien conseillée. Et ouais, on espère le meilleur parce qu'on sent bien qu'elle a encore des sentiments pour Frédéric, sauf que de son côté, lui, bah, il a fait du chemin et après le camouflet qu'elle lui a fait, bah, voilà, c'est pas gagné. Et voilà, ils se rencontrent, c'est pareil, hein, vous avez un chassé-croisé où ils se voient, ils ne se voient plus, ils se revoient. Et bon, il y a toute une réflexion aussi sur l'armée, puisque Frédéric est revenu plus riche et entier de cette guerre, enfin, de ces guerres contre Napoléon. Il y a un de ses amis qui boite sévèrement, qui a été très sévèrement blessé. Un autre de ses amis qui, malheureusement, le temps qu'il était en mer, sa fiancée sur Terre est décédée, donc il ne s'en remet pas. Il y a d'ailleurs un très beau dialogue entre Anne et ce jeune officier de marine, puisque il dit que jamais il se remettra de la mort de sa fiancée, qu'il n'y arrivera jamais. Et voilà, il discute et il dit oui, mais il dit je pense que les hommes ont plus de sensibilité et se remettent beaucoup moins que nous enfin que les femmes se remettent beaucoup plus que nous d'une déception amoureuse. Alors, Anne étant, elle, pas remise de sa déception amoureuse et voyant que Frédéric est en train de reposer son regard sur d'autres jeunes femmes, bon, elle ne s'énerve pas, elle est toujours dans un caractère très doux et elle lui dit, parce que alors elle lui dit, mais en gros, quelle preuve vous avez? Et lui répond, bah, il suffit de lire tous les poèmes, toutes les histoires, sont toujours les hommes qui souffrent. Donc elle a ses réflexions en lui disant, oui, mais ce sont des textes qui sont écrits par des hommes. Et c'est tellement vrai. Voilà, du coup, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui souffrent et pas les femmes. Alors, mais c'est vrai que c'était essentiellement écrit par des hommes. Il y avait des femmes auteurs, hein, bien sûr. La preuve, il y avait Jane Austen. Mais voilà, c'était... Voilà, donc il y a un peu cette image, voilà, ça donne des dialogues vraiment, encore une fois, très intéressants. Et j'ai adoré ce personnage parce elle est tellement douce, elle est tellement bienveillante. Et voilà, elle a fait une erreur de jeunesse et on se dit elle va le payer toute sa vie. Et on sent qu'elle est encore très amoureuse de Frédéric Wentworth. Et voilà, donc on va voir ce chassé-croisé. En même temps, on va voir la société de Bath, puisqu'à un moment, elle va aller à Bath. Et c'est... Ouais, voilà, c'est faux semblant. Son père qui est absolument abominable. Et puis ils vont rencontrer là-bas aussi quelqu'un de leur famille, mais éloigné, mais que son père ne fréquentait plus parce qu'il avait fait un mauvais mariage. Il avait épousé une femme très riche, mais elle n'était pas de la noblesse, donc c'était un mauvais mariage. Voilà, donc il y a toute cette galerie de personnages, encore une fois avec un petit regard sarcastique de la part de Jane Austen, sauf pour son personnage de Anne Elliot qui est vraiment... voilà, il y a énormément de bienveillance aussi posée sur ce personnage et... j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je vous le rappelle, les romans de Jane Austen se terminent toujours bien. Donc voilà, si vous voulez des histoires d'amour qui se terminent bien, je vous les conseille. Si jamais vous avez peur, parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde non plus, Jane Austen, voilà, l'écriture ne peut pas plaire. Ça paraît assez détaillé, effectivement, au niveau des caractères des personnages. Mais allez regarder les versions ciné, film. Franchement, mettez un pied dans le monde de Jane Austen parce que ça en vaut vraiment la peine. Et pour le tout dernier, j'ai voulu changer un petit peu. Ici, on n'est pas vraiment dans une histoire d'amour classique, enfin homme-femme. On va être dans une histoire d'amour, d'amitié très très forte. C'est Les Amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz, c'est aux éditions Goater qui propose. Alors c'est une petite émeu qui doit être basée en Bretagne, je crois, qui propose vraiment des textes intéressants. J'en ai d'autres d'eux et je les sors quand même de ma palle. Voilà, Morgane Stankiewicz, c'est une plume que j'aime beaucoup. J'ai pu la rencontrer lors d'un salon. C'était elle qui était l'éditrice de Noir d'Absinthe, la maison d'édition Noir d'Absinthe, qui malheureusement a dû fermer ses portes l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus.
Voilà, j'avais lu Zaoudit, cette autrice, qu'elle avait écrit avec une autre autrice, qui, dans un genre complètement différent. J'adore sa plume, et là, ça n'a pas fait défaut, j'ai adoré sa plume. Nous sommes à notre époque, on va suivre Nora et Ivy qui sont amies depuis le collège. Elles avaient même fait une liste de ce qu'elles souhaitaient accomplir plus tard, quand elles seraient un peu plus âgées. Et elles sont amies à la vie, à la mort. C'est voilà, c'est une relation d'amitié très fusionnelle. En même temps, elles ont chacune leur vie, chacune leur boulot. Ivy, ou Ivy, je ne sais pas comment on prononce, c'est ça l'anglais, c'est Ivy. C'est le diminutif d'Evelyne, je crois, mais elle n'aime pas son prénom français. Donc, Ivy doit se marier, d'ailleurs, elle a un fiancé. Voilà. Mais c'est une amitié vraiment très, très forte. Et malheureusement, Ivy décède. Et là, voilà, on va parler de deuil, de reconstruction, de résilience. C'est vraiment très, très beau. Et tout ça sous la plume poétique de Morgane Stankiewicz. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle histoire d'amitié, voilà, parce qu'il n'y a pas que les histoires d'amour, je dirais, habituelles, conventionnelles. L'amour, ça peut se décliner à toutes les sauces. Ça peut être... il y a de belles histoires aussi entre des humains et leurs animaux de compagnie, qui seraient aussi à voir, je pense. Peut-être que je le ferai lors d'une autre vidéo. Voilà, mais pour moi, enfin, février, effectivement, c'est la Saint-Valentin. C'est un peu... Voilà. Bah, tout le monde ne le fait pas, et ça peut être un petit peu, effectivement, quelque chose de survendu. Mais je pense qu'il faut penser à toutes les formes d'amour, et tout au long de l'année, il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre ce livre ici. Et en fait, Nora va avoir une réaction... alors nous, on comprend, lecteur, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'elle dit « mais je n'arrive pas à pleurer ». Je me sens pas triste, j'arrive pas à pleurer. Au contraire, elle va être quelqu'un de très aidant pour le fiancé d'Ivy, pour les parents d'Ivy. Voilà, elle va les soutenir, mais vraiment, eux, ils sont effondrés, elle va les soutenir tout le temps, et elle dit tout le temps, mais je suis quelqu'un sans cœur, j'arrive même pas à pleurer, ça me touche pas, sa mort, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors nous, on se rend compte que, en fait, elle a tellement de douleur d'avoir perdu sa meilleure amie, qu'elle n'arrive pas, effectivement, à laisser exploser sa tristesse. Et puis jusqu'au jour, évidemment, où ça dérape, voilà, où elle a un geste presque fatidique. Et là va recommencer une lente reconstruction, et elle va retrouver cette liste de jeunesse, et elle va décider d'accomplir tout ce qu'elles avaient noté sur cette liste. Alors notamment, c'était aller visiter le château de Dracula. C'est pour ça que vous avez, voilà, ce château un petit peu en milieu sauvage, hein, parce que c'est alors je ne sais pas s'il est en Transylvanie ou en Roumanie. Alors château de Dracula, faut s'entendre, hein. En vrai, peut-être que Dracula, enfin le vrai Dracula, hein, Vlad Tepes, pas le vampire hein, qui mord les jeunes filles à la nuit tombée. Vlad Tepes, voilà, qui était un seigneur valaque en Transylvanie. Non, s'il était valaque, il était en Valaquie, pas en Transylvanie. C'était un seigneur, peut-être qu'il avait les deux, je ne sais plus. Mais bon, bref, Vlad Tepes qui avait lutté contre l'envahisseur ottoman, ça devait être au XVIe ou XVe siècle, je ne sais plus trop. Et sa spécialité, c'était d'empaler ses ennemis. Alors, savoir que moi j'ai lu une fois dans un magazine Chatham une scène d'empalement où c'était décrit, c'est-à-dire que la personne ne meurt pas sur le coup. Donc je vous laisse imaginer, voilà, c'est génial, c'est la torture. Donc bref, mais ça n'a rien à voir avec le livre, tout ce que je vous raconte. Mais voilà, ça faisait partie de leur rêve d'aller visiter ce château où aurait dormi le vrai Vlad Tepes, comte Dracula. Et donc, elle reprend cette liste et elle décide d'accomplir les rêves qu'elle avait prévus avec Ivy. Et en même temps, elle va être suivie à chaque fois par le fantôme d'Ivy. Alors, est-ce que c'est vraiment son fantôme? Est-ce que c'est elle, Nora, qui projette voilà, le fantôme d'Ivy? En plus, elle rencontre d'autres personnes et Ivy est à côté d'elle. Donc, on ne sait pas trop si elle est vraiment là ou pas là. Ça restera mystérieux, mais c'est très beau parce que voilà, elle va retourner sur le chemin de leur enfance, et petit à petit, elle va réussir à faire son deuil et se reconstruire. Alors, ça restera une douleur à jamais, évidemment, quand vous avez été comme ça très fusionnel avec quelqu'un et que vous le perdez, c'est horrible. Mais voilà, il y a énormément de poésie, c'est très beau, ce livre m'a vraiment emporté, ça a fait partie des pépites que j'ai lues l'année dernière, que j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille, il est très beau ce livre, c'est vraiment un pur moment de poésie et de résilience et voilà, et de reconstruction. Et vraiment, j'ai adoré, j'adore la plume de cette autrice, j'en lirai d'autres de cette autrice, parce qu'elle écrit quand même pour d'autres maisons d'édition, heureusement.
Mais voilà, c'est à découvrir. C'était vraiment, vraiment un très très beau, très magnifique roman. Et pour une fois, qui parle surtout d'amitié et pas d'amour homme-femme. Donc c'est ça aussi qui était sympa, je trouve, de le mettre ici, puisque ça changeait un peu des schémas amoureux habituels. Voilà, donc je vous ai présenté, je crois, 5 livres qui parlent d'amour un peu, bon, tragique, compliqué, qui finissent bien, et puis une histoire, une très belle histoire d'amitié. J'espère que ces livres voilà, vous donneront peut-être envie de les découvrir, que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des références en matière d'histoire d'amour qui vous ont vraiment marqué. Moi voilà, je les ai lus il y a plusieurs années, où je les ai relus. J'ai vraiment adoré, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous ont vraiment marqué. Alors, je vous dis, ça peut être toutes sortes d'amour. Hein, c'est pas, je pense toujours au film Love Actually, puisque dans ce film, il y a vraiment différentes sortes d'amour. Alors oui, il y a de la recherche d'amour, un début d'amour, de l'infidélité, un couple plus vieux, un amour interdit, mais il y a aussi l'amour entre frères et sœurs, voilà. C'est pas que l'amour, voilà, entre un homme et une femme, il y a vraiment différentes formes d'amour. Et je trouve que pour ça, ce film est parfait. En plus, c'est un film qui vous met la patate, voilà, quand vous n'avez pas le moral, je vous le conseille aussi fortement. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!